Après la dispersion des solitaires de Port-Royal-des-Champs, en mars 1656, sur ordre du roi, Antoine Lemaître écrit à son élève Jean Racine, demeuré sur place au château de Vaumurier. « Mon fils, mandez-moi si tous mes livres sont au château, bien arrangés sur des tablettes, et si tous mes 11 volumes de Saint Chrysostome y sont, et voyez-les de temps en temps pour les nettoyer. Il faudrait mettre de l'eau dans des écuelles de terre où ils sont, afin que les souris ne les rongent pas. Bonjour, mon cher fils, aimez toujours votre papa comme il vous aime. Écrivez-moi de temps en temps. Et envoyez-moi aussi mon Tacite in folio. » Ce court extrait suffit à exprimer l'attachement d'un maître à son élève autant qu'à sa bibliothèque, pour laquelle Antoine Lemaître manifeste la même sollicitude qu'à l'égard d'un être cher, à travers les recommandations qu'il transmet au jeune Racine pour la protection et l'entretien de ses livres. Il dut en coûter au premier des solitaires de laisser derrière lui, fût-ce provisoirement, les centaines d'ouvrages qui alimentaient sa méditation quotidienne et ses travaux de traduction et d'édition de textes. Quoique retirés du monde, fuyant les vaines conversations, les solitaires s'entretenaient de leurs travaux d'exégèse ou fourbissaient leurs armes pour la controverse dans ce lieu stratégique qui incarnait à la fois la retraite et le combat à Port-Royal, leur bibliothèque. Les inventaires après décès, documents notariés destinés à évaluer les biens d'un défunt en vue de sa succession, ne manquent pas de dresser la liste des livres que possédait une personne disparue, car ces objets représentaient une valeur marchande non négligeable à côté des meubles et objets d'or ou d'argent. On peut dès lors pénétrer plus intimement la sphère port-royaliste, aux personnalités et aux motivations si diverses, en perçant le secret des bibliothèques. Peut-on déterminer les contours d'une bibliothèque janséniste en parcourant les inventaires de livres des amis de Port-Royal ? Nous avons retrouvé 13 inventaires après décès les concernant, conservés au minutier central des Archives nationales. Ce graphique présente les possesseurs et le nombre de volumes par bibliothèque. Nous avons choisi de les classer par ordre chronologique de la date du décès afin de mettre en évidence les générations successives. Le premier, M. de Rebourg, mort en 1661, et le dernier, Charles-Nicolas Garçon, qui disparaît en 1718. On compte 9 prêtres, Antoine de Rebourg, Antoine Singlin, Isaac Louis Lemaître de Sacy, Claude Grenet, Joseph Petit, Gabriel de Flessel, Louis Marcel, Nicolas Mabille et Claude de Sainte-Marthe. 3 théologiens, Noël de Lalanne, Pierre Nicole et Charles-Nicolas Garçon, et un gentilhomme, Charles d'Albert, duc de Luynes. Un premier aperçu de la taille de ces bibliothèques les situe d'emblée dans les collections importantes, eu égard à l'origine de leurs possesseurs, essentiellement des ecclésiastiques et des théologiens, si on accepte le duc de Luynes. La plus petite collection est celle d'Antoine Singlin, avec 188 volumes. La plus importante, celle de Charles-Nicolas Garçon, avec 6594 volumes. Notons que cette collection, comme celle de Sacy et de celle de la famille de Sainte-Marthe, est le fruit d'au moins 2 générations d'enrichissement et qu'à ce titre, la bibliothèque du duc de Luynes, 1164 volumes, celle de Pierre Nicole, 1652 volumes, sont plus remarquables dans la mesure où elles ont été constituées ex nihilo par leurs propriétaires. En ce qui concerne la bibliothèque de M. de Flessel, 1200 volumes, nous ne disposons pas d'informations sur sa constitution. Les autres collections, comprises entre 200 et 500 ouvrages, se placent dans la moyenne élevée des bibliothèques de Clermont, si l'on en croit le relevé fait par le grand historien du livre Henri-Jean Martin, à partir de 200 inventaires après décès de la même époque. Ces inventaires totalisent 16 351 volumes, dont 3 581 sont identifiés, soit 20% du total. Identifié signifie que les inventaires après décès en dressent la liste avec le titre. Notre étude n'a pu se soustraire au principal défaut de ces actes notariés, à savoir leur caractère lacunaire. Soucieux de recenser uniquement les biens de valeur, c'est-à-dire, s'agissant de livres, les in folio et certains in quarto, les inventaires dressés par les huissiers assistés de marchands libraires négligent la plupart du temps les petits formats, dénombrés en paquets, d'où émergent parfois quelques titres. Notons toutefois que notre échantillon dispose de plusieurs descriptions exceptionnellement détaillées, dont la bibliothèque de Sacy, décrite de manière exhaustive,
celle de Joseph Petit faisant une large place aux in-octavo et in-12, comme celle de Charles-Nicolas Garçon. Malgré la présence de ces exceptions intéressantes, c'est sur les in-folio et les in-quarto que notre étude devra se reposer pour l'essentiel de ses conclusions, c'est-à-dire sur des ouvrages de référence et de travail davantage que les livres de chevet de leurs possesseurs. Après la transcription des inventaires, tous inédits, à l'exception de la bibliothèque de Sassy, nous avons classé les 3581 titres identifiés en prenant pour référence les classements Brunet par Guèze pour les livres anciens. Le graphique qui suit présente la répartition des ouvrages identifiés selon leurs grandes disciplines – religion, histoire, sciences et arts, Port-Royal, belles-lettres, droit et géographie. Sans surprise, les messieurs de Port-Royal comptent surtout des livres religieux parmi les lourds in-folio qui garnissent leurs tablettes, ainsi que l'on désigne dans les inventaires les rayonnages des bibliothèques. Plus les collections sont restreintes, plus la présence des livres religieux tend à l'exclusivité. C'est le cas chez les pasteurs ayant charge d'âme comme Singlin, Marcel, Grenet, ainsi que chez les théologiens Lalanne et Nicole. Lorsque les collections dépassent le millier de volumes, il semble que leur possesseur ait nourri d'autres centres d'intérêt que le seul domaine religieux. La bibliothèque du duc de Luynes est de ce point de vue la plus équilibrée et ménage une large place aux belles lettres et surtout à l'histoire dans ses grands volumes. L'immense bibliothèque de Charles-Nicolas Garçon témoigne aussi d'une répartition égale des ouvrages religieux, historiques, littéraires et scientifiques, ce qui confirme l'hypothèse d'une bibliothèque en partie héritée ou reçue, tant semble démesurer la tâche de rassembler autant d'ouvrages sur des sujets aussi variés. Les Bibles sont naturellement présentes dans toutes les collections étudiées. La bibliothèque de Sassy se distingue toutefois avec plus de 40 volumes consacrés à la Bible ou à des livres particuliers. Les grandes entreprises du XVIe siècle, comme la Bible polyglotte d'Anvers, la traduction de la Vulgate par Trémélius et Vatable, la Bible hébraïque de Robert Estienne, autant d'outils de travail pour la grande entreprise de traduction de la Bible des messieurs de Port-Royal, initiée par Antoine Lemaître et poursuivie par Sassy après la mort de son frère aîné en 1658. Le Nouveau Testament paraît en 1667, suivi des livres de l'Ancien Testament publiés les uns après les autres jusqu'en 1696. On remarque également dans la bibliothèque de Sassy un arsenal de concordances, de dictionnaires, accessoires indispensables du traducteur et de son équipe, ainsi que plusieurs lexiques et concordances hébraïques. Dans les autres collections, on note l'omniprésence de la Vulgate, c'est-à-dire l'édition latine de la Bible par saint Jérôme, chez toutes les générations de possesseurs, depuis M. de Rebourg jusqu'à Garçon. Chacun dispose d'au moins une édition de ces Biblia Vetera, ainsi que le désignent les inventaires, souvent accompagné d'un exemplaire de la Bible polyglotte d'Anvers. On est davantage surpris par l'absence du Nouveau Testament de Mons, paru en 1667, et des traductions de l'Ancien Testament qui suivirent dans les inventaires contemporains. Aucun exemplaire de la Bible de Port-Royal chez Grenet, Nicole, qui participa pourtant à son élaboration, Flessel et Garçon. Cette lacune s'explique par le profil de ces clercs, familiers de la langue latine et attachés aux textes de référence, c'est-à-dire à la Vulgate, et aux autres versions grecques et hébraïques de la Bible, alors que des personnalités comme celle du duc de Luynes, laïc, gentilhomme, courtisan, sont visiblement plus ouvertes aux entreprises de traduction en langue vernaculaire. Une constatation s'impose malgré tout, la possession d'une Bible de Port-Royal n'est pas une marque d'appartenance au cercle de Port-Royal. Dans le domaine de l'exégèse biblique, c'est-à-dire des commentaires philologiques et doctrinaux de l'Écriture sainte, plusieurs auteurs se distinguent et en premier lieu, les jésuites. Ce sont en effet les écrits de théologiens espagnols et italiens de la Compagnie de Jésus qui se diffusent dans toute l'Europe de la Contre-Réforme au début du XVIIe siècle et sont imprimés notamment à Paris. Nous citerons un seul auteur d'origine flamande, Cornelius van Steen, latinisé en Cornelius à Lapide, figure dans les collections de Rebourg, Lalanne, Grenet, Mabille. Maître de l'abbé de Saint-Cyran au collège des Jésuites de Louvain, Cornelius à Lapide connut un grand succès en France où ses ouvrages furent régulièrement réimprimés. Il excellait dans l'art d'exprimer le sens allégorique des textes sacrés et rendait par ses ouvrages de grands services aux prêtres désireux de faire entrer plus avant les fidèles dans la compréhension des Écritures. Après 1670, on voit aussi apparaître plusieurs ouvrages de Bossuet dans les bibliothèques de Port-Royal.
En résumé, dans le domaine des commentaires bibliques, on ne décèle aucune originalité dans les bibliothèques port-royalistes, qui se montrent ouvertes à l'offre contemporaine des libraires parisiens, promoteurs des auteurs phares de la contre-réforme. Si les amis de Port-Royal lisent volontiers les exégètes contemporains, les commentateurs de l'Écriture sainte, par excellence, presque ses continuateurs, demeurent les pères de l'Église, latins et grecs. L'abbé de Saint-Cyran y avait enraciné sa doctrine. Ses ouvrages, comme sa correspondance, sont imprégnés de cette familiarité acquise avec les textes patristiques. Rappelons que Paris devient au XVIIe siècle la capitale de la patrologie, tant par le nombre que par la qualité des éditions imprimées. Ainsi que le faisait observer Henri-Jean Martin, je le cite, « Les traditions patrologiques sont peut-être une des constantes de la religion en France ». Qu'en est-il dans les bibliothèques augustiniennes ? Nous avons effectué le relevé systématique des œuvres des pères présentes dans les bibliothèques étudiées. Les textes patristiques faisant toujours l'objet de publications en grand format, la présence exhaustive des in-folios et de beaucoup d'in-quarto dans les inventaires garantit des résultats vraiment fiables pour cette discipline. Une nouvelle fois, la bibliothèque de Sassy fait exception, rassemblant 45 pères latins et 21 pères grecs. Augustin, Cyprien et Bernard sont présents dans les 13 bibliothèques étudiées. Tertullien est également lu par tous, à l'exception de Singlin. Arrêtons-nous sur ce dernier. Peu instruit, Antoine Singlin ne correspond pas au profil des autres ecclésiastiques proches de Port-Royal. Sa bibliothèque le confirme, et en particulier le peu d'ouvrages patristiques qu'il possède, 6 en tout, alors que ses homologues disposent de 20 titres en moyenne. Il possède les 3 auteurs en tête du classement, c'est-à-dire Augustin, Cyprien et Bernard, en latin pour Augustin et Bernard, et Cyprien traduit en français. Singlin est mort trop tôt, en 1664, pour profiter de la vague de traductions qui se diffuse dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. La pauvreté de sa collection en ouvrages patristiques vient renforcer la thèse selon laquelle Antoine Singlin n'est pas l'auteur des instructions chrétiennes qu'on lui attribue et qui était plus probablement préparées par Antoine Lemaître ou Antoine Arnauld. Parsemés de citations des pères de l'Église, les homélies imprimées sous le nom de Singlin nécessitaient une bibliothèque bien plus fournie que ne l'était celle du directeur de Port-Royal. Revenons aux pères les plus en faveur auprès des collectionneurs augustiniens. Saint-Augustin est naturellement le mieux représenté. Si l'on compare ce fragment des collections consacrées à la patristique avec des statistiques d'autres bibliothèques, on constate que Saint-Augustin demeure l'auteur le plus lu durant tout le siècle, même hors du cercle de Port-Royal, ainsi que Tertullien, qui supplante même Augustin à certaines périodes du siècle. Bernard de Clairvaux et Cyprien sont en revanche moins représentés dans les collections du temps qu'ils ne le sont dans les inventaires port-royalistes. Concernant Bernard, cette faveur particulière à Port-Royal s'explique par l'organisation quasi monastique qui régit la communauté des solitaires, attirée par les écrits du fondateur de Clairvaux sur la retraite et la prière, et surtout par la proximité du monastère de Port-Royal, à l'intention duquel les messieurs préparèrent des traductions de certains traités de Bernard. L'exigence de la réforme de Port-Royal, menée par Angélique Arnauld, passait par un retour aux sources de l'esprit cistercien à travers les écrits de son fondateur. Cyprien fut quant à lui l'objet de lectures approfondies en raison du conflit qui l'opposa au pape de son temps et chez lequel le camp augustinien puisa des arguments pour sa propre justification. Le contraste est saisissant lorsqu'on passe au domaine de la théologie, où le nombre de volumes est inférieur à 10 dans la plupart des bibliothèques, y compris celle du théologien Lalanne et celle de Sassy. Et le catalogue se resserre autour de quelques auteurs. Ainsi, tous possèdent la somme théologique de Thomas d'Aquin, à l'exception de Singlin, et la moitié d'entre eux les œuvres de Gerson. Ce sont le duc de Luynes et surtout Pierre Nicole qui possèdent le plus d'ouvrages de référence dans ce domaine, notamment en théologie. Les 2 seuls exemplaires des œuvres de Bérulle ne figurent également que chez Luynes et Nicole. Visiblement, l'intérêt de nos port-royalistes ne réside pas dans la théologie pour elle-même. En nous plongeant à présent dans l'impressionnant massif d'ouvrages, de controverses et de disciplines ecclésiastiques, on s'aperçoit que ces pasteurs ou ces dévots laïcs étaient surtout préoccupés de la réforme des pratiques sacramentelles à l'intérieur de l'Église catholique et de la lutte contre l'hérésie protestante qui remettait en cause l'autorité de cette même Église. À ces préoccupations caractéristiques de la contre-réforme catholique s'ajoute un intérêt, certes plus ou moins marqué selon les bibliothèques,
pour la question des prérogatives de l'Église de France face au Saint-Siège, en un mot, du gallicanisme. Tous ces questionnements institutionnels, doctrinaux et spirituels ont préparé et nourri la réponse originale apportée par Port-Royal dans les débats contemporains. Quelles traces nous en laissent les bibliothèques des Amis de la Vérité ? D'abord, la controverse anti-protestante. C'est un sujet omniprésent dans les bibliothèques augustiniennes durant tout le siècle. On doit aux bibliothèques de Sacy, de la famille de Sainte-Marthe, résultat de plusieurs générations d'acquéreurs, de connaître les lectures qui précédèrent le premier Port-Royal, c'est-à-dire avant 1640. Déjà, les ouvrages d'apologétique dirigés contre la doctrine protestante, ou les ouvrages de protestants eux-mêmes, se distinguent par leur nombre. L'intérêt de M. de Rebours pour ce sujet ne se dément pas tout au long de sa vie. Il possède la méthode pour convertir les hérétiques de Richelieu. À vrai dire, c'est auprès de l'ensemble des prêtres chargés d'âme que l'on retrouve ce souci d'apologétique pour consolider la foi des fidèles ou convertir les réformés. Plusieurs possèdent des ouvrages de Théophile Brachet de la Miletière, ce protestant converti au catholicisme en 1645, et Bossuet est bien représenté dans cette catégorie d'ouvrages, avec son Histoire des variations des protestants ou sa conférence avec M. Claude, ministre de Charenton. Seul Singlin, une nouvelle fois, semble extérieur à cette préoccupation, avec aucun ouvrage ne s'y rapportant. En se penchant sur la controverse antiprotestante, on rejoint inévitablement les grands thèmes de la contre-réforme que sont la défense et la valorisation de l'Eucharistie, de la messe et des sacrements en général. Les ouvrages concernant l'enseignement du catéchisme, la pédagogie des sacrements et la discipline ecclésiastique sont de loin la catégorie la plus fournie dans le corpus global des bibliothèques étudiées, avec 250 titres. C'est de nouveau la préoccupation pastorale qui affleure, ainsi que le souci d'être et de susciter de bons prêtres, respectueux de l'autorité épiscopale et exemplaires pour leurs fidèles. Pour ce type d'ouvrage, deux remarques s'imposent. Une grande partie nous échappe certainement, étant donné le petit format qu'adoptait le plus souvent cette littérature, et on note par ailleurs que ces ouvrages sont toujours contemporains de leurs possesseurs, et qu'aucun d'entre eux ne conserve d'ouvrages de la génération précédente, exception faite encore une fois des bibliothèques transgénérationnelles comme celle de Sacy ou de Sainte-Marthe. La première génération, 1640-1670, est plus portée sur des ouvrages théoriques, plus que pratiques, comme l'idée du sacerdoce de Condrin ou le sacerdoce de Saint Jean Chrysostome. La deuxième génération, 1670-1700, a largement recours aux manuels et traités proposant des conseils concrets et personnalisés, comme les devoirs des maîtres et domestiques de Fleury, ou la méthode dans l'usage du sacrement de pénitence de Huygens, ou le devoir des mères avant et après la naissance de leurs enfants, de Leroy, pour n'en citer que quelques-uns. Les mêmes observations s'appliquent aux ouvrages de spiritualité. Très représentés, plus de 240 titres, ils sont certainement encore plus nombreux que ce que les inventaires acceptent de nous en dire, ignorant les IN 12 et les IN 24, ces tout petits formats qui sont justement l'apanage du livre de spiritualité que l'on transporte dans sa poche, partout, avec soi. Comme pour la rubrique précédente, l'effet de génération se fait sentir. Monsieur de Rebours et Singlin possèdent un ouvrage de Ruysbroek, représentant de la mystique rhéno-flamande des siècles précédents, que l'on ne retrouve plus dans les autres collections. En revanche, François de Sales et Thérèse d'Avila sont présents dans la plupart des bibliothèques, la réformatrice du Carmel dans la traduction de Robert Arnaud d'Andilly de 1670. Pour les besoins de cette étude, nous avons réservé une catégorie particulière à ceux des ouvrages religieux qui émanent du cercle de Port-Royal ou de ses pourfendeurs. La liste ci-dessous rassemble les ouvrages figurant dans au moins 3 des inventaires étudiés. Voici les 10 titres les plus représentés. La présence de l'Augustinus dans presque toutes les bibliothèques est une marque éclatante de l'attachement des possesseurs à la doctrine du docteur de la grâce et à ses défenseurs, plus qu'un instrument de travail. Il est en effet peu probable que les proches de Port-Royal aient réellement lu et utilisé ce très lourd in-folio. Même symbolique, la présence de cet ouvrage par qui le scandale arriva est une spécificité des bibliothèques augustiniennes, car les statistiques réalisées sur des inventaires contemporains dans d'autres bibliothèques comptabilisent à peine 5 exemplaires de l'Augustinus pour 200 collections. Au contraire, la pénétration des ouvrages de Saint-Cyran, et plus encore d'Antoine Arnaud, est un phénomène général qui dépasse les seules bibliothèques augustiniennes étudiées ici.
Henri-Jean Martin, dans son étude, insiste sur la rapidité de pénétration de ces ouvrages dans les bibliothèques françaises. Pour ce qui concerne les bibliothèques que nous étudions, il convient de faire la part des générations successives et d'observer les permanences des publications les plus anciennes. Après l'Augustinus, c'est la Fréquente Communion, que l'on retrouve jusqu'aux années 1700 dans les collections des port-royalistes. L'ouvrage d'Antoine Arnauld, écrit en français et portant sur la question concrète de la fréquentation du sacrement de l'Eucharistie, avait en effet entraîné de nombreuses conversions de fidèles et déclenché le débat que l'Augustinus seul n'aurait su provoquer dans l'opinion. Après les ouvrages d'Arnauld, ceux de Saint-Cyran sont également présents dans toutes les bibliothèques augustiniennes. Celui qu'on appelait l'oracle de Notre-Dame, Saint-Cyran, demeure le directeur spirituel par excellence à Port-Royal, même si cette direction s'exerça surtout par correspondance depuis la prison de Vincennes où Saint-Cyran passa les 5 dernières années de sa vie, de 1638 à 1643. Antoine Arnauld, le combattant, et Saint-Cyran, le reclus, ne représentent-ils pas la figure originale, quoique paradoxale, de Port-Royal ? Les autres ouvrages du classement appellent encore quelques commentaires. La préférence accordée au grand format pour les inventaires entraîne certainement une vision faussée des collections. Ainsi, le journal de Saint-Amour a été systématiquement inventorié car il s'agissait d'un in quarto, de même que les plaidoyers d'Antoine Lemaître, plus nombreux, mais certainement moins lus que la vie de Saint-Bernard, par exemple, du même auteur. Il faut consulter l'inventaire exhaustif de la bibliothèque de Sacy pour mesurer l'importance des libelles et ouvrages de controverse en petit format qui échappent à bien des inventaires. Notons tout de même la présence des provinciales et des pensées de Pascal présentes dans tous les inventaires contemporains de leur publication. Il en va de même pour les essais de morale de Pierre Nicole, jugés assez précieux par les marchands libraires chargés des inventaires pour y figurer malgré leur petit format. Concluons le domaine religieux en entrant déjà dans l'histoire avec la catégorie très fournie de l'histoire de l'Église, recueil conciliaire et hagiographie. Deux collections se détachent nettement, celles de Sacy et de Garçon, décrites de manière exhaustive, qui rassemblent 400 titres d'histoire religieuse. La bibliothèque de Sainte-Marthe est aussi bien fournie dans ce domaine, et c'est encore une fois probablement la mise à l'écart des petits formats dans les autres inventaires qui les empêche de se hisser à la hauteur de ceux que l'on vient de citer. C'est dire si l'ensemble de la production du XVIIe siècle est bien représenté dans les bibliothèques augustiniennes. Si l'on aborde l'histoire profane, les intérêts varient d'un possesseur à un autre. Ainsi, la bibliothèque de Sacy ne possède pour l'histoire antique que les historiens grecs et latins, Pline, Tacite, Hérodote, Tite-Live, mais est dépourvue de tous les travaux récents des érudits de la République des lettres sur les inscriptions, monnaies et médailles que l'on trouve par dizaines chez Garçon. En dehors de Sacy, Luynes et Garçon, les autres possesseurs comptent peu de livres et toujours les mêmes, l'histoire universelle de Jacques-Auguste de Thou, les recherches de la France d'Étienne Pasquier. En résumé, l'histoire profane est l'apanage des grandes collections, la majeure partie des bibliothèques étudiées ne possédant que des ouvrages d'histoire religieuse. Il nous faut à présent dire un mot des ouvrages politiques, et en particulier ceux d'influence gallicane, qui sont à la confluence des domaines religieux et historiques. L'examen des ouvrages politiques témoigne d'un intérêt inégal pour ce domaine, tant d'un possesseur à l'autre que d'une génération à une autre. Il semble que la génération précédant le premier Port-Royal, celle du premier tiers du XVIIe siècle, se soit davantage intéressée à la question de la politique et du gallicanisme que la génération suivante. On ne trouve en effet presque plus d'ouvrages politiques dans les bibliothèques étudiées à la toute fin du siècle, où la lutte se politise, phénomène observable chez Garçon en particulier. Les bibliothèques de Sacy et de Sainte-Marthe sont à ce titre caractéristiques de familles de robes, dévouées à la monarchie et friandes de publications juridiques et historiques défendant les droits du roi face à l'autorité pontificale. Durant les guerres de religion, qui suscitèrent de profondes réflexions sur l'exercice du pouvoir monarchique et sa légitimité, les politiques, menées par le Parlement de Paris, l'emportèrent finalement sur les ligueurs, et cet héritage est visible dans les bibliothèques des gens de robe. Citons chez Sacy les Decretorum Ecclesiae Gallicanae ou le traité de la souveraineté du roi de Lebray. Chez Sainte-Marthe, on note une hostilité particulière contre la Compagnie de Jésus, d'origine moins religieuse que politique au début du siècle. Le passe-partout des jésuites, l'anti-coton,
mais aussi une édition ancienne de la République de Bodin, ainsi que les œuvres de Machiavel. Cette efflorescence d'ouvrages théoriques et de libelles politiques de coloration gallicane connaît une éclipse totale dans les bibliothèques étudiées entre 1640 et 1670, traduisant la recherche d'une véritable retraite du monde de la part des amis de Port-Royal et d'un désintérêt pour la politique. Ainsi, les emblématiques Liberté de l'église gallicane de Pierre Pitou, qui paraissent en 1651, ne se trouvent que chez Luynes, Flessel, Mabille et Garçon, c'est-à-dire après 1670. Aucune trace des ouvrages de Pierre Dupuy, tels que les traités des droits et libertés de l'église gallicane, ou les recueils des droits du roi, même la Gallia Christiana des jumeaux de Sainte-Marthe, n'apparaît que dans la bibliothèque de Garçon. Le grand format de ces volumes, le prestige de cette publication, justifiait de les faire figurer dans les inventaires. Leur absence est donc certaine dans les autres bibliothèques. Si les racines gallicanes de plusieurs des amis de Port-Royal sont indiscutables, en raison de leur appartenance à des familles de parlementaires, les bibliothèques étudiées montrent que ces préoccupations politiques n'habitent plus leurs héritiers, préférant se dédier à la réforme de l'institution ecclésiale et demeurer en retrait des affaires du monde, sans prévoir ce que leur coûterait justement cette bruyante retraite perçue comme un affront par le pouvoir royal. Si l'on se penche sur les ouvrages à caractère philosophique, on retrouve les auteurs répartis d'une façon comparable aux observations générales faites sur les inventaires du XVIIe siècle. Aristote et Cicéron sont présents dans les 2/3 des collections. Sénèque est le 3e plus représenté des auteurs anciens, présent dans 5 collections, à égalité avec Descartes. Viennent enfin Platon et Malebranche, inventoriés dans 3 bibliothèques, mais précisons que Sacy ne possède aucun ouvrage de Descartes ni de Malebranche, mais qu'il est le seul à disposer des maximes de La Rochefoucauld, tandis que le duc de Luynes est le seul possesseur des œuvres de Gassendi. Les sciences, les arts et les lettres ne représentent que 22% du corpus étudié ici. Leur présence se limite à certaines collections et révèle des personnalités au centre d'intérêt variés. C'est le cas d'Antoine de Rebours, familier du cercle du père Mersenne, qui possède une 30aine de livres de mathématiques, de sciences physiques et surtout d'astronomie, des œuvres de Kepler, Clavius et Galilée. Le duc de Luynes se distingue quant à lui par son goût des belles lettres. Il est le seul à posséder les œuvres poétiques de Pétrarque, du Tasse et de l'Argénis de Barclay. Il dispose aussi de plusieurs ouvrages sur l'art militaire, en particulier les fortifications. Comme Mersenne, il collectionne les ouvrages d'astronomie de Kepler, Clavius, Duval et Copernic. Ce sont presque exclusivement les bibliothèques de Sainte-Marthe et de Garçon qui renferment des œuvres littéraires. S'agissant d'une bibliothèque familiale chez Sainte-Marthe, précisons que ces ouvrages ne se trouvent pas dans la partie de l'inventaire décrivant la bibliothèque de travail du confesseur de Port-Royal, ce qui laisse supposer qu'ils alimentaient vraisemblablement les lectures du couple des proches qui l'hébergeaient. Les œuvres de Théophile, de Corneille, de Racine, l'apologie du théâtre de Scudéry, le Barbon de Guès de Balzac, les satires de Boileau, la relation de l'île imaginaire de Mademoiselle de Montpensier, le roman comique de Scarron, mais là encore, l'absence des petits formats dans la plupart des inventaires fausse inévitablement les résultats observés. Au terme de cette étude, peut-on décrire à grands traits la physionomie des bibliothèques augustiniennes ? Ce sont naturellement des bibliothèques d'études et non d'agrément. L'uniformité des collections, quasi exclusivement religieuses, en témoigne. On connaissait déjà, grâce à l'étude de la bibliothèque de Sacy par Odette Barrenne ou de celle de Bruno Neveu pour le Nain de Timon, l'exceptionnel outil de travail que s'étaient constitués les messieurs de Port-Royal pour leurs travaux de traduction et d'érudition. On voit s'ajouter ici la dimension pastorale de l'engagement des amis de Port-Royal à travers leur collection massive de livres de piété et de spiritualité. Destinés à la formation des fidèles autant qu'à la méditation personnelle, ces ouvrages inscrivent leurs possesseurs dans l'élan de la contre-réforme, où la lutte contre l'hérésie protestante va de pair avec la réforme des institutions ecclésiales et la conversion intérieure du chrétien. À la figure de l'intellectuel, volontiers associé au groupe des messieurs de Port-Royal, s'adjoint donc celle du pasteur et plus simplement du dévot, auquel la bibliothèque offre une retraite temporaire avant de revenir vers le monde, terre de mission et parfois de combat. On connaissait l'extraordinaire efflorescence de publications des messieurs de Port-Royal.
On connaît mieux désormais les ouvrages qui nourrissaient leurs actions. Dans ce vaste continent qu'est l'histoire du livre à Port-Royal, reste à étudier la circulation des livres entre le monastère de Port-Royal et les proches de l'abbaye, entre le dedans et le dehors. Car la correspondance des abbesses témoigne que les religieuses pouvaient susciter des publications tout en mettant en garde contre la libidosciendi, cette passion du savoir qui poussait à accumuler les livres. Comme en réponse à la lettre d'Antoine Lemaître à Jean Racine, qui ouvrait cette étude, on trouve ce billet de la mère Agnès Arnaud au même Antoine Lemaître. Il se trouve chez les libraires plus d'ouvrages que vous n'en pouvez lire de toute votre vie, puisque vous ne faites pas état de dévorer les livres, mais de les bien digérer, afin qu'ils vous nourrissent et ne vous accablent pas. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir l'étude de ces bibliothèques port-royalistes, je renvoie à l'article paru en 2019 dans le numéro 140 de la Revue française d'histoire du livre. Je vous remercie.